Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On va laisser quelques instants pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vois que ça grimpe au niveau des personnes qui se connectent. Bienvenue à tous. Voilà, vous avez la possibilité de poser des questions dans le QR, mais le chat n'est pas visible. Donc, on va vous expliquer les petites informations pratiques dans un second temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via le QR. Salut Pascal, je vois que tu t'es connecté. Bienvenue. On va attendre encore un petit moment, puis on va faire la petite introduction en attendant les personnes qui nous rejoignent encore, mais on va attendre un petit peu encore, je pense. On est encore une trentaine. Je me permets vite fait de répondre à déjà une première question concernant le webinaire précédent avec Jean Euth. Il sera disponible prochainement sur le site du projet digilab.eu. Il faudra peut-être patienter un petit peu parce qu'il sera traduit avant d'être déposé. Mais tous les webinaires seront disponibles sur le site de digilab.eu. Donc, pas de souci pour ça. Voilà. On est une trentaine, mais je propose peut-être, Isabeau, tu me dis de commencer l'introduction, ainsi on ne perd pas trop de temps et les gens peuvent nous rejoindre encore au moment après, pendant l'introduction. Alors, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième webinaire de dissémination du projet Digilab, qui est un projet Interreg transfrontalier France-Wallonie-Vlaanderen. Alors moi, je suis Mathilde Musin, je suis directrice de l'Eurométropolitane e-Campus, située à Tournai, en Belgique. On est une plateforme de formation dédiée au numérique et je représente ce qu'on appelle le coordinateur du projet, le chef de file. Et ici, je serai votre modératrice pendant ce webinaire. Donc avant de laisser ma collègue Isabeau Fievé de la KU Leuven vous présenter une partie des résultats du projet, je vous propose quelques éléments de contexte. Je suis désolée pour les gens qui ont déjà suivi l'un ou l'autre webinaire précédent et je vais redire un petit peu la même chose, mais je pense que c'est important de vous donner quelques éléments qui donnent les contours de ce projet. Et donc, le projet à l'initiative de ces différents webinaires est composé d'un partenariat avec l'Université de Lille, la KU Leuven Campus Courtrai, où ici Isabeau représente, nous, l'e-Campus, le centre de recherche Multitel situé à Mons, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles située à Charleroi et l'Agence du numérique. Et ce partenariat s'est créé dans l'objectif d'améliorer les dispositifs de formation en ligne par l'introduction de technologies et ou de méthodes pédagogiques. Et donc, le travail du partenariat, ça a vraiment été de recenser les dispositifs de formation existants sur la zone de travail d'Interreg transfrontalier France-Wallonie-Flandre et d'étudier 9 cas d'études représentatifs
parmi les cas recensés afin d'y analyser, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien et après d'intégrer des propositions de remédiation dans ces formations et de les valider afin de s'assurer que les réponses qu'on a apportées étaient évidemment valides et efficientes. Donc l'objectif à travers cela, c'est vraiment d'essayer de lutter contre le décrochage important qui existe dans les dispositifs de formation en ligne et du coup d'amener un plus grand nombre de personnes vers la formation en distanciel afin qu'elles puissent acquérir de nouvelles compétences. Donc l'objectif sous-jacent, étant donné on est dans un projet transfrontalier, c'est vraiment d'avoir un impact sur la mobilité transfrontalière et dans ce cadre, on a essayé de pointer les dispositifs de formation qui avaient pour thématique, par exemple, les métiers émergents, les métiers en pénurie et évidemment les dispositifs de formation sur l'apprentissage des langues. Et donc ici, on est vraiment dans ce cadre, dans ce webinaire. Donc le projet ici arrive à sa fin, hein. Il a été débuté tout fin 2016 déjà et il sera terminé en mars prochain. Et au travers de toute cette série de webinaires, notre volonté, c'est vraiment de vous expliquer le processus qui a été suivi sur ces cas d'études, ces 9 cas d'études, et de vous donner, nous l'espérons, des clés pour améliorer vos formations existantes ou pour en créer de nouvelles. Donc voilà, ça c'est vraiment le cadre général. Alors concernant le volet pratique, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez l'option QR qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. J'essaierai moi d'y répondre en direct et puis on va en sélectionner celles qui reviennent, les plus pertinentes, pour les poser à Isabeau à la fin de sa présentation. Alors si toutefois on n'a pas su répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours les poser via le site du projet, hein, donc digilab.eu. Il y a un formulaire de contact qui vous permet de poser toutes vos questions et bien sûr, on revient vers vous. Par ailleurs, il y a un guide que les partenaires sont en train de créer et de terminer, qui reprendra en fait toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en avant au travers de ces différents webinaires et qui sera également disponible sur le site internet du projet à partir de début de l'année prochaine. Donc voilà, moi j'arrête un petit peu de mon discours autour du contexte de ce projet. Je laisse la parole à Isabeau, qui est doctorante en sciences appliquées chez iTech et iMEC à l'accueil Leuven, et qui va vous parler de l'apprentissage des langues en distanciel et de ses problématiques et ses enjeux. Merci à toi Isabeau. Je te laisse la parole. Merci Mathilde pour l'introduction. Je vais partager mon écran pour faire ma présentation. Voilà. Voilà. Alors, donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui se prénomme donc à apprendre une langue seule et sans enseignant, oui, mais comment? Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter les justifications de pourquoi est-ce qu'on a fait ces recherches et les objectifs de recherche que j'ai conduites. Il faut savoir que je les ai aussi effectués dans le cadre de mon doctorat. La première recherche, donc, est plus située sur l'utilisation d'une plateforme d'apprentissage de langue en ligne qui s'appelle Netbox, qui est un site internet en fait pour l'apprentissage du néerlandais et qui est accessible à tout le monde et qui est gratuite. Et ensuite, je me concentrerai plus sur les recherches concernant l'apprentissage du vocabulaire avec des vidéos. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ces recherches? Eh bien, tout d'abord parce qu'on sait qu'apprendre une langue nécessite énormément d'exposition à la langue seconde, donc à de l'input authentique. Qu'est-ce que c'est de l'input authentique? C'est de l'input qui n'a pas été modifié, donc la langue seconde qui n'a pas été modifiée pour les apprenants. Donc, par exemple, un reportage télévisé, un article de journal, tout ce genre de choses. Malheureusement, le temps de cours en Belgique, en tout cas, pour les cours de langue, c'est 2 à 4 heures par semaine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, souvent, l'input, donc le professeur, par exemple, qui parle, ou les livres qu'on utilise ne sont pas authentiques. Donc, ils ont tous été un peu simplifiés et adaptés, en fait, au niveau des apprenants, ce qui est logique.
Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour vraiment bien développer une langue. Et donc, on encourage les apprenants à utiliser leur langue seconde en dehors de la classe. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours simple. Par exemple, en Wallonie, pour interagir avec du néerlandais, ce n'est pas facile parce que si moi je sors dans ma rue ici à Tournai, croiser un néerlandophone, eh bien, c'est rare évidemment. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, par exemple, je peux lire dans ma langue seconde, je peux écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo dans cette langue seconde ou utiliser une application, Duolingo par exemple, ou encore regarder des vidéos. Donc ici, donc, comme j'ai déjà dit, on va se concentrer sur les applications de langue ou les sites internet, les plateformes d'apprentissage et donc les vidéos. Alors, on sait qu'il y a une grande disponibilité d'input audiovisuel de vidéos sur internet pour le moment. Netflix, TED Talks, YouTube, mais aussi tout ce qui est les MOOCs, Coursera, edX, etc. Donc, tous ces MOOCs sont principalement offerts en anglais, par exemple. Donc, il est important aussi de comprendre l'anglais pour comprendre les cours. Et Netflix, TED, etc., ils offrent des vidéos dans beaucoup de langues aussi. Et il y a aussi maintenant un grand nombre d'applications, d'environnements, d'apprentissage de langue destinées à l'auto-apprentissage qui sont créées, donc qui sont destinées à être utilisées en dehors d'un cours. Donc, par exemple, Duolingo n'est pas destiné à être utilisé dans le cours, pendant le cours de langue, mais est destiné aux gens qui ont envie d'apprendre une langue par eux-mêmes. Donc, ici, on se pose une question. OK, c'est bien, les applications comme ça, mais comment est-ce que les apprenants utilisent cette plateforme? Donc ici, on va se concentrer, donc, comme j'ai dit, sur Netbox. Donc, comment est-ce qu'ils utilisent cette plateforme? Est-ce que les fonctionnalités de cette plateforme sont utilisées, sont utiles, sont perçues comme étant utiles? Est-ce qu'il y a une différence d'utilisation entre ceux qui connaissent déjà bien le néerlandais et ceux qui débutent en néerlandais, etc., etc. Et ensuite, on veut aussi analyser l'efficacité de visionner plusieurs vidéos, par exemple, pour principalement l'apprentissage du vocabulaire. Donc, pas vraiment la grammaire ni rien, mais vraiment l'apprentissage du vocabulaire. Alors, donc, la première recherche sur Netbox, eye tracking. Alors, beaucoup de recherches ont déjà utilisé ce qu'on appelle des technologies de tracking afin de détecter comment les apprenants utilisent une plateforme, utilisent une application. Et parmi ces technologies de tracking, on a par exemple le screen recording, donc on enregistre l'écran des apprenants pour savoir ce qu'ils ont fait pendant un certain temps. Les log files, donc là on enregistre chaque clic qui a été fait, ou encore enregistrer ce qui a été écrit par exemple. Malheureusement, ces mesures n'indiquent pas si par exemple quand un apprenant a appuyé sur play pour une vidéo, est-ce qu'il a vraiment regardé cette vidéo après? Ou est-ce qu'il a simplement écouté? Ou est-ce qu'il est parti de son ordinateur? On ne sait pas vraiment. Donc, pour savoir ça, nous, on va utiliser ce qu'on appelle l'eye tracking. Alors, l'eye tracking repose sur le fait que ce qu'on regarde est aussi le focus de notre attention. Donc, l'eye handling. Donc, avec l'eye tracking, on va savoir où les apprenants regardent et on va savoir donc où est située leur attention. Et ici, avec Netbox, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils vont gérer la présentation simultanée de la vidéo ou du texte, parfois c'est un texte, et des exercices. Donc, ici, ils sont complètement autonomes sur Netbox. Donc, ce n'est pas un exercice habituel du style lis le texte, puis réponds aux exercices, mais plutôt, voilà, voici tous les outils dont tu as besoin pour répondre aux questions et fais ce que tu veux pour réussir ces exercices. Donc, est-ce que cette liberté sera finalement avantageuse ou pas pour les apprenants? Est-ce qu'on détectera certaines stratégies d'apprentissage? Est-ce que les mêmes stratégies vont être utilisées par certains types de profils d'apprenants? Est-ce qu'il y aura une différence entre les plus forts et les plus faibles, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles on peut répondre avec ça, mais nous, on s'est principalement concentré sur celle-ci. Donc, comment est-ce que les apprenants gèrent la présentation simultanée de l'input et des exercices? Est-ce que leur manière de gérer ça est liée à leurs compétences en néerlandais? Et est-ce que c'est lié à leur plateforme, à leur performance sur la plateforme? Et ensuite, comment est-ce qu'ils utilisent les fonctionnalités de la plateforme? Et encore une fois, est-ce que c'est lié à leurs compétences et à leur performance?
Donc, par fonctionnalité, je les présente ici. Donc ici, on a Netbox, donc. Et les fonctionnalités sont ce qui est entouré en orange. Donc ici, on peut activer les sous-titres. On peut avoir un indice sur la réponse. Donc ici, par exemple, je sais que l'indice c'est il y a 3 réponses correctes, par exemple. Et une fois qu'on a répondu, on peut contrôler sa réponse. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Quand on a un texte, on peut aussi avoir des définitions, des mots qui sont soulignés et qui sont en gras. Une fois qu'on a répondu à une question et qu'on a contrôlé la réponse, on peut aussi avoir un feedback. Donc, si on passe notre souris sur le petit logo ici, on a une explication de pourquoi c'était juste ou pourquoi ce n'était pas juste. Et encore une fois, ici, donc par exemple, c'était pas juste, donc je peux cliquer sur solution pour connaître la réponse si j'en ai envie, ou tout simplement réessayer. Donc ici, encore une fois, toute la liste des fonctionnalités. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, j'ai recruté 21 apprenants francophones du néerlandais, qui étaient tous des chercheurs d'emploi au Forum, à Tournai et à Moucron. Ils ont utilisé Netbox pendant 40 minutes dans les locaux du Forum, donc pendant leur cours de néerlandais. Donc, je les ai pris à part et ils ont utilisé Netbox pendant 40 minutes. Ils ont aussi passé un test de vocabulaire qu'on appelle un Vocabulary Size Test. Donc ce test, c'est un test à choix multiples et en fait, il permet d'avoir une estimation de la compétence des étudiants, des apprenants ici en néerlandais, donc parce qu'il mesure la connaissance des mots selon la fréquence des mots dans la langue. Donc dans une langue, il y a des mots qui apparaissent qui sont plus fréquents que d'autres. Et donc ici, il y a 30 mots par bande de fréquence et 4 bandes de fréquence. Et on estime que si un apprenant connaît 25 mots sur 30, par exemple, d'une bande de fréquence, alors il maîtrise cette bande de fréquence. Et selon le nombre de bandes de fréquence connues, maîtrisées, eh bien, ça donne une estimation du niveau des apprenants. On a aussi donc mesuré leur performance sur la plateforme et compté combien de fois ils ont utilisé les fonctionnalités, etc. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, pour la performance et l'utilisation des fonctionnalités, on a utilisé le screen recording. Donc, j'ai regardé après tous leurs exercices pour calculer leur score et regarder combien de fois ils ont utilisé les fonctionnalités. Et donc, l'eye tracking pour l'attention, pour savoir comment ils géraient la présentation simultanée. Donc, l'eye tracker ici était déposé sur l'écran de l'ordinateur. Donc, ce n'était pas des lunettes ou quoi. Donc, c'était vraiment pas intrusif. Ils ne voyaient pas qu'il y avait un eye tracker. Ils le savaient, on leur expliquait, mais ça ne perturbait pas leur manière d'utiliser Netbox. Alors, donc, les mesures d'eye tracking sont le temps total de fixation, la durée de fixation moyenne et le nombre de transitions. Donc, à chaque fois, elles sont mesurées pour des zones d'intérêt. Je vais expliquer ce que c'est après, pas de panique. Donc ici, les zones d'intérêt pour Netbox, c'était donc la vidéo et les exercices, ou, quand c'était un texte, évidemment, le texte et les exercices. Donc, je ne voulais pas savoir s'ils avaient lu le titre, s'ils avaient regardé les petites icônes. Donc, vraiment, on était intéressé de savoir comment est-ce qu'ils ont géré leur attention entre ces deux zones d'intérêt. Alors, le temps total de fixation, selon la littérature, reflète l'intérêt envers la chose que l'on regarde, alors que la durée de fixation moyenne reflète le processus cognitif, l'engagement avec l'input, donc est-ce qu'on est concentré, est-ce qu'il y a de la difficulté dans ce qu'on lit, etc. Et le nombre de transitions, eh bien, c'est simplement combien de fois est-ce qu'ils ont regardé l'exercice, puis passé à la vidéo, etc., etc. Alors ici, j'ai un petit exemple, si j'arrive à le lancer. Une vidéo, je vais essayer de la lancer, voilà. Donc le petit point bleu qu'on voit, c'est les yeux de l'apprenant et les cercles oranges qui grandissent ou rétrécissent, en fait, c'est la durée de fixation. Donc plus le cercle est grand, plus la durée de fixation est longue. Et donc, pour la durée totale de fixation, on va donc additionner tous ces temps de fixation. Et pour la durée moyenne de fixation, eh bien, on va les additionner et diviser par le nombre de fixations totales dans les zones d'intérêt. Donc ici, on voit vraiment qu'il lit les réponses, etc. Et on a bien vu qu'il switchait entre les vidéos et les exercices. Il ou elle, d'ailleurs. Maintenant, les résultats. Bon, je vais vraiment donner des résultats un peu brefs. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
parce que c'est un peu compliqué sinon. Alors, d'abord, on a regardé les nombres de transitions qui ont été faites par les apprenants entre donc vidéo-texte et exercice. Et on a trouvé 3 stratégies d'apprentissage. Alors, on voit qu'il y en a qui switchent beaucoup et souvent, voire tout le temps, entre l'input, donc la vidéo ou les textes, et les exercices. Donc, pendant tout le temps qu'ils complètent des exercices, ils switchent entre vidéo, exercice ou texte, exercice. Il y en a ceux, par contre, qui ont une approche systématique. Donc, ils vont d'abord lire le texte ou regarder la vidéo, puis compléter les exercices sans jamais retourner à l'input, ou en tout cas presque jamais retourner voir le texte ou voir la vidéo. Et ensuite, il y a les indécis, donc ceux qui mélangent un peu tout. Il y en a qui ils lisent d'abord tout le texte, ils complètent beaucoup d'exercices, puis ils se rendent compte peut-être qu'ils ont besoin d'y retourner, donc ils retournent, etc. Donc voilà, ici on voit comme c'est représenté. Donc ici, à chaque fois, les bleus, ce sont la vidéo pour la gauche et le texte pour la droite. Et l'orange, ce sont les exercices. Donc, ce n'est pas tout le temps le même apprenant ici. Mais donc ici, on voit bien que voilà, il y a beaucoup de switch entre vidéo et exercice. Ici, pareil, entre texte et exercice, on voit vraiment qu'il a beaucoup switché. Par contre, ici, donc l'approche systématique, voilà, on voit que la vidéo a été regardée et puis qu'on a complété les exercices et on a presque plus été voir la vidéo. Et ici, pareil, on a lu le texte et puis on a complété l'exercice et on n'est plus retourné au texte. Par contre, ici, ben voilà, on voit qu'on switch un peu, puis finalement, hop, on sait compléter les exercices sans retourner. Et ici, pareil, on regarde un peu le texte, puis on complète, puis on y retourne. Donc, c'est vraiment indécis. Alors, ces stratégies, par contre, n'étaient pas liées à des profils d'apprenants. Donc, on n'a pas pu déterminer, par exemple, qu'apprenant X utilisait toujours ça. Donc, il y a eu 8 participants qui utilisaient toujours la même stratégie, 5 qui utilisaient une stratégie différente selon le type d'input. Donc, par exemple, ceux qui avaient une vidéo switchaient, mais quand c'était un texte, ils auraient une approche systématique. Et 8 qui ont utilisé des stratégies différentes, ce n'était pas lié au type d'input. Et voilà. Malheureusement, on n'a pas pu corréler ça à la compétence en néerlandais et on n'a pas pu non plus déterminer qu'une stratégie d'apprentissage était meilleure ou en tout cas amenait à avoir une meilleure performance sur la plateforme. Bon, ça peut évidemment être dû au fait qu'on n'avait pas beaucoup de participants, vu qu'on en avait 21. Avec de l'eye tracking, c'est compliqué d'avoir beaucoup de participants. Mais donc voilà, on n'a pas pu vraiment définir, OK, tous les 8 qui ont utilisé la même stratégie n'étaient pas tous des apprenants forts, ils n'ont pas tous bien répondu aux exercices, etc. Donc, c'est des stratégies d'apprentissage, mais qui n'ont pas mené à des profils d'apprenants. Ensuite, les résultats eye tracking. Donc, comment est-ce qu'ils géraient la présentation simultanée? On va d'abord parler de la durée de fixation totale. Donc, à chaque fois ici, on a les exercices quand c'était une vidéo avec la vidéo, les exercices quand c'était un texte avec le texte, pareil ici. Donc, ce qu'on peut voir directement, c'est que les exercices ont tout le temps une durée de fixation totale plus longue que l'input, que ce soit une vidéo ou un texte. Et c'était toujours significatif. Par contre, la durée de fixation moyenne a toujours été plus longue quand c'était un texte ou une vidéo que sur les exercices. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y avait plus d'intérêt pour les exercices, qui sont un peu logiques, c'est là où ils doivent les compléter. Donc, ça paraît logique qu'ils regardent plus souvent là, puisque après avoir lu, etc., eh bien voilà, il faut compléter les exercices, il faut y répondre. Mais la durée de fixation moyenne était plus longue sur le vidéo ou le texte. Donc, qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète peut-être qu'il y avait plus de difficultés à chercher les réponses dans une vidéo ou dans un texte que compléter un exercice, par exemple, qu'il y avait plus d'engagement avec l'input, plus de concentration, etc. Ensuite, est-ce que c'était lié à leurs compétences en néerlandais ou à leur performance sur la plateforme? Pour ça, on a utilisé donc les scores du Vocabulary Size Test et on a utilisé la médiane pour distinguer les experts des novices. Donc ceux qui ont eu un score au-dessus de la médiane étaient considérés comme des experts, ce qu'ils n'étaient pas, mais c'est ce qu'on appelle pour les différencier. Et ceux qui ont eu des moins bons scores que la médiane étaient des novices. Et pour la performance, on a tout simplement fait la moyenne de leurs scores sur les exercices. On a fait la moyenne pourquoi? Parce que tous les participants n'ont pas
compléter le même nombre d'exercices puisqu'ils pouvaient en fait faire ce qu'ils voulaient sur la plateforme, en tout cas sur les pages qu'on leur proposait pendant les 40 minutes. Alors, tout d'abord, quand l'input était une vidéo, ce qu'on a remarqué, c'est que les novices avaient des plus longues durées de fixation moyenne sur la vidéo et les exercices que les experts. Et ce qui est intéressant, c'est que la plus longue durée de fixation moyenne était corrélée négativement avec le score sur la plateforme. Donc, plus la durée de fixation moyenne était grande sur la vidéo, moins les scores étaient bons. Ensuite, quand l'input était un texte, ici, on a eu la seule différence, c'est que les experts avaient un temps de fixation totale plus long sur les exercices que les novices. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ce temps de fixation totale plus long sur les exercices corrélait positivement avec les scores sur la plateforme. Donc, plus longtemps on fixait les exercices, le meilleur score on avait. Ce qui peut être simplement dû au fait que, les experts avaient besoin de moins de temps pour repérer les bonnes réponses dans l'input et donc passer plus de temps sur les exercices que les novices et donc ils avaient des meilleurs scores. Donc en bref, ces résultats nous montrent qu'on avait 3 différentes stratégies d'apprentissage, que l'input apparaît être une source d'engagement et de processus cognitifs plus importants que les exercices, que les experts traitent l'information plus facilement, bon, ça ce n'est pas vraiment une grande nouvelle, et qu'il y a un lien entre comment les apprenants gèrent la présentation simultanée de l'input et des exercices et leur score, puisque comme je viens de le dire, certaines mesures d'eye tracking corrélaient positivement ou négativement avec leur score sur la plateforme. Ensuite, concernant l'utilisation des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, donc ici, la première ligne, c'est combien de fois les fonctionnalités étaient disponibles, étaient offertes sur la plateforme. Ici, combien de fois elles ont été utilisées au total. Et ici, combien de fois elles étaient utilisées en moyenne pendant les 40 minutes. Alors, on voit principalement que le feedback, les sous-titres et les glossaires n'étaient presque pas utilisés. Alors, est-ce qu'il y avait une différence entre les novices et les experts? Eh bien oui, mais seulement pour l'indice. Donc les novices ont utilisé beaucoup plus souvent l'indice que les experts. Les sous-titres, ils les ont activés plus souvent que les experts. Et ici, donc, on a aussi regardé, ok, est-ce qu'ils vont utiliser le média dans l'entièreté ou pas? Donc comment j'ai regardé ça? Eh bien, j'ai regardé les vidéos comme je vous ai montré au début de la présentation. Et ok, est-ce qu'ils ont lu le texte jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'à la fin ou pas? Et eh bien, on a pu voir qu'en fait, les novices n'ont regardé la vidéo ou lu le texte que 21 fois sur 34 fois, alors que les experts ont pratiquement toujours utilisé le média dans son entièreté. Et encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que utiliser le média dans l'entièreté corrélait aussi positivement avec la performance sur les exercices. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette recherche? Eh bien, la présentation simultanée de l'input et des exercices ici, pour Netbox en tout cas, n'accablait pas les apprenants. Donc, ça ne les distrayait pas trop, par exemple, d'avoir encore le texte ou la vidéo à côté. Les experts, par contre, bénéficiaient plus de l'input. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il apparaît qu'ils géraient mieux, qu'ils passaient moins de temps dessus et qu'ils trouvaient plus facilement les réponses. Et ils ont moins besoin de consulter les fonctionnalités que les novices, ce qui paraît aussi logique puisqu'ils sont déjà plus forts. Et ensuite, ce qui est important aussi ici, c'est le manque d'utilisation de certaines fonctionnalités. Donc pourquoi? J'ai posé parfois des questions à la fin de l'expérience à certains participants. Il y en a qui me disaient oh, j'avais pas envie de consulter le feedback parce que je voulais résoudre le problème moi-même, je voulais pas qu'on me donne d'indices. Mais il y en a d'autres qui me disaient oh j'avais oublié que je pouvais l'utiliser, je la voyais plus. Donc voilà, donc ça c'est un problème. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, lors du développement d'une plateforme, il faut vérifier, ok, est-ce que la fonctionnalité est assez saliente? Pour ce faire, on peut donc faire comme nous on a fait, faire une eye tracking, mais il faut aussi comparer un peu à la perception. Donc, est-ce que cette fonctionnalité est perçue comme utile? Parce que si les apprenants ne pensent pas que cette fonctionnalité est utile, ils ne l'utiliseront pas.
Par contre, on peut parfois aussi voir que une fonctionnalité est perçue comme étant très utile, mais elle n'est quand même jamais utilisée. Donc là, il y a un problème de salience, par exemple. On a aussi voir que les plus forts utilisaient moins, par exemple, l'indice et les sous-titres que les plus faibles. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est adapter la plateforme selon le niveau des apprenants. Bon, évidemment, ça demande un peu plus de développement, ça demande un peu plus d'adaptation. Mais par exemple, l'indice pourrait disparaître de la plateforme quand les étudiants ont un certain niveau. Ça pourrait aussi les empêcher d'utiliser cet indice alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Et ça pourrait les aider à mieux développer cette langue. Et ensuite, si la plateforme est dédiée à vraiment être utilisée en dehors d'un cours, on conseille vraiment de faire une vidéo un peu, un tutoriel en fait, de comment utiliser cette plateforme et surtout comment utiliser les fonctionnalités, quand les utiliser, pourquoi les utiliser, vraiment pour que les étudiants soient vraiment au courant qu'elles sont là. Nous, ici pour Netbox, je leur montrais la plateforme et les fonctionnalités avant qu'ils l'utilisent. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, ils oubliaient, donc ça c'est aussi à mettre en parallèle avec ce que je viens de dire, avec la salience des fonctionnalités. Et ensuite, si la plateforme est utilisée pendant un cours, et bien là, tout simplement, prendre le temps de bien expliquer comment utiliser la plateforme, etc. Aux étudiants. Alors, on passe maintenant à la deuxième recherche, donc qui est vraiment concentrée sur l'apprentissage du vocabulaire avec des vidéos. Pourquoi, encore une fois, se concentrer sur ça? Eh bien, parce que une langue comprend évidemment énormément de mots. Et une fois encore, se concentrer uniquement sur apprendre des mots pendant un cours de langue, c'est tout simplement impossible parce qu'on n'a pas assez de temps, il y a trop de choses à apprendre aux élèves, donc c'est pas possible. Donc il faut passer à un apprentissage incident du vocabulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, les gains de vocabulaire sont un plus, un bénéfice en fait, d'une activité qui est axée sur la compréhension. Donc ici, par exemple, regarder une vidéo pour comprendre, mais en même temps, on apprend des mots. Et dans le cas d'une expérience comme ici, en fait, les apprenants ne sont pas prévenus qu'il y aura un test de vocabulaire après. Alors, pour tester ça, dans la recherche, on sait déjà que des vidéos, oui, ça peut nous aider à apprendre du vocabulaire, mais bon, les gains sont toujours un peu faibles. Donc, un mot ou deux, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on ajoute des sous-titres en langue maternelle, en langue seconde, donc la même langue que l'audio, ou même des sous-titres un peu interactifs, donc sur lesquels on peut cliquer pour avoir une traduction. Malheureusement, il est toujours un peu compliqué de savoir, OK, lesquels sont les plus effectifs, les plus efficaces pour apprendre le vocabulaire. On ne sait toujours pas vraiment. Ensuite, évidemment, il y a aussi d'autres facteurs qui ont une influence potentielle. Le facteur lié aux apprenants, évidemment, leurs compétences. Un apprenant qui aura déjà un niveau élevé pourra comprendre une vidéo compliquée et donc apprendre plus de mots qu'un apprenant qui débute, qui ne comprendra rien à la vidéo et qui donc évidemment n'apprendra pas de mots non plus. Ensuite, il y a aussi des facteurs liés aux mots cibles, donc les mots qu'on veut qu'ils apprennent. Un mot qui apparaît plusieurs fois a plus de potentiel à être appris qu'un mot qui n'apparaît qu'une fois en 50 minutes, par exemple. Et pareil pour la représentation visuelle, donc un mot qui est représenté visuellement dans la vidéo a plus de chances aussi d'être appris. Par exemple, si je dis pomme et que je montre une pomme, eh bien, ça aide encore à l'apprentissage. Alors, pour vérifier ça, on a fait 2 recherches ici. Une recherche sur l'apprentissage de vocabulaire spécifique et une sur l'apprentissage d'un vocabulaire plus générique. Alors, pour la première recherche, les apprenants étaient des étudiants de dernière année en école technique professionnelle. Donc, le vocabulaire spécifique était vraiment lié à leur cours. Donc, des vidéos étaient courtes, maximum 15 minutes, et éducatives, donc sur des sujets liés au cours de français. Et aussi liées à leurs options. Donc, par exemple, construire une maison, chercher un emploi vu qu'ils étaient en dernière année, écrire une lettre de motivation, les technologies, parce qu'il y avait aussi des élèves en option technologie, etc. Alors que pour la deuxième étude, c'était des vidéos plus longues et distrayantes. En fait, c'était une série Netflix, tout simplement. Donc, comme je viens de dire, l'expérience pour la première recherche se déroulait pendant les cours de français, alors que pour la deuxième expérience, ça c'était pendant le temps libre des élèves. Et donc, pour la première étude, on a comparé vraiment l'efficacité des sous-titres en langue maternelle
et en langue seconde, alors que dans la deuxième, on s'est juste concentré sur est-ce que mettre des sous-titres en langue seconde avec la possibilité d'aller cliquer sur les mots pour avoir une traduction sera efficace ou pas, est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas. Donc, on voulait voir ça. Alors, premièrement, la première recherche, je vais vraiment en parler brièvement. Ça a été publié récemment. Donc, si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez simplement télécharger l'article. Donc, la langue seconde de cette étude était le français. On avait 86 participants de niveau A2, A2+, donc vraiment des débutants. Ils étaient en dernière année, mais ils n'avaient que 2 heures de français par semaine. Un groupe regardait les vidéos avec des sous-titres en néerlandais. Un groupe regardait les vidéos avec des sous-titres en français. Et ensuite, il y avait un groupe de contrôle. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé de vidéo, ils ont juste fait les tests. Donc pour voir en fait si, parce que ça a duré 4 semaines quand même, donc pour voir si eux aussi en 4 semaines, ils avaient appris autre chose, autrement par les vidéos en fait. Il y avait 15 vidéos, en tout 125 minutes. Ils regardaient à peu près 40 minutes par semaine, donc 2 fois par semaine, et ça a duré 4 semaines. Et dans ces vidéos, donc, il y avait 50 mots cibles. Donc, j'aurais voulu qu'ils apprennent ces 50 mots. Donc, les tests. Tout d'abord, le Vocabulary Size Test, comme j'ai dit, pour la première expérience, donc pour un peu évaluer, estimer leurs compétences et pouvoir justement bien les comparer entre eux. Donc, ça aussi, c'est important pour savoir comment sélectionner les vidéos, en fait. Donc, parce que, comme je l'ai dit, si une vidéo est trop compliquée, s'il y a trop de mots qui sont inconnus des étudiants, ils n'apprendront pas. Donc, pour ça, il faut vérifier le lexical coverage des vidéos. Donc, il y a en fait le pourcentage des mots de l'input qui est connu par les apprenants. Et pour que ça soit adapté, il faut qu'environ 85 à 95% des mots des vidéos soient déjà connus. Donc, j'expliquerai à la fin de cette présentation comment on peut examiner ça. Donc, alors, ensuite, ils avaient un test de compréhension après chaque vidéo. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'est de l'apprentissage incident, donc c'est concentré sur la compréhension. Donc, je leur disais vraiment, regardez la vidéo pour comprendre, vous aurez un test de compréhension après. Et ils avaient eu, évidemment, des pré- et post-tests. Donc, ils avaient eu des tests de vocabulaire avant l'expérience, un mois ou 2 avant l'expérience, et juste après l'expérience. Okay. Ils ont eu un test de reconnaissance de signification. Qu'est-ce que ça veut dire? On leur donne le nom français et on leur donne 4 traductions dans leur langue maternelle, donc en néerlandais, et ils doivent choisir la bonne traduction. Le rappel de la signification, ici on leur donne encore le nom français, mais on leur demande de se rappeler eux-mêmes de la signification en donnant une traduction, une définition, un synonyme. Et donc évidemment, on leur donne ce test-là avant ce test-là, sinon ça peut, évidemment, ce test pourrait aider à se souvenir de la traduction. Pour les résultats, ici encore, je donne vraiment des résultats très brefs. Qu'est-ce qu'on a vu? Je parle en gain relatif ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a eu un pré-test et un post-test, il est possible que les apprenants connaissaient déjà des mots au pré-test. Donc, par exemple, si participant X connaît déjà 20 mots sur les 50 au pré-test et qu'il en apprend 5, ça lui fait des gains relatifs de 16%. Alors que si participant Y connaît seulement 10 mots au pré-test et en apprend 5 aussi, lui, ça ne lui fait des gains relatifs que 12%. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de mots à apprendre, mais il a appris quand même la même chose que celui qui en connaissait déjà 20. Donc ça, c'est important de savoir, parce que sinon, on aurait pu croire qu'ils avaient appris la même chose, alors qu'en fait, niveau place à apprendre, c'était pas pareil, quoi. Alors, les résultats. On n'a pas vu de différence significative entre l'efficacité des sous-titres en langue maternelle et en langue seconde. Les deux groupes ont eu à peu près les mêmes scores sur les deux tests et ils ont appris à peu près 20% de ce qu'ils pouvaient apprendre. Si je me souviens bien, ça correspondait à environ 7 à 10 mots selon le test. Il y avait aussi des influences des facteurs, hein, comme j'ai parlé. La représentation visuelle des mots avait une influence positive, mais seulement sur le rappel de la signification. Donc, un mot qui était représenté visuellement avait 58% plus de chances d'être appris qu'un mot qui ne l'était pas. Ensuite, la fréquence d'apparition des mots. Encore une fois, chaque fois qu'un mot apparaissait une fois de plus, il avait 7% ou 5% plus de chances d'être appris qu'un autre.
Et ensuite, la compétence langagière, donc leur niveau de français, n'influençait que légèrement les scores et seulement sur le test de reconnaissance de signification. Donc ici, ça peut aussi être expliqué par le fait qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre les participants dans leur niveau de français. Donc évidemment, c'est difficile de repérer une influence de ce facteur si il n'est pas varié. Mais on voit quand même que ceux qui connaissaient déjà un peu plus le français ont appris un tout petit peu plus de mots que les autres. Alors, la deuxième recherche maintenant sur le vocabulaire plus générique. Une fois encore, la langue seconde, c'était le français. Ici, on avait des participants d'un peu tous les niveaux, donc de niveau A2 à B2, donc de faible à fort, voire même très fort. On n'avait qu'un seul groupe, donc ils ont tous regardé les vidéos, et un groupe de contrôle qui a seulement pris les tests, encore une fois. Ici, il n'y avait que 6 vidéos, mais c'était quand même un total de 5 heures d'exposition. C'était la série 10% pour ceux qui connaissent. Et ici, donc, il y avait les sous-titres, encore une fois, en langue seconde, mais avec accès aux traductions. Donc, comment? Eh bien, on a utilisé l'extension Google Chrome qui s'appelle Language Learning with Netflix. Et en fait, ça permet donc d'appuyer sur les mots et on a une traduction qui apparaît avec les exemples de l'utilisation des mots dans l'épisode. Donc à chaque fois qu'on appuie sur le mot, ça met la vidéo en pause évidemment, donc on a le temps de bien lire, et puis on rappuie à côté ou sur la touche espace ou sur replay et ça relance la vidéo. Alors encore une fois, les apprenants ont eu le Vocabulary Size Test pour pouvoir les différencier, parce qu'ici en plus on avait des apprenants d'un peu de différents niveaux. Et pour les pré- et post-tests, ici, on a utilisé un autre test, le rappel de la forme du mot. Donc là, on leur donne le mot dans leur langue maternelle et ils doivent se rappeler du mot français. Donc c'est censé être plus compliqué que le deuxième test qui était le rappel de la signification où là on leur donne le mot français et ils doivent se rappeler du mot néerlandais. Alors donc ici la première semaine ils ont dû compléter les tests les tests. Ensuite en maximum 3 semaines ils devaient planifier de regarder les 6 épisodes. Donc j'avais une pièce spéciale pour qu'ils viennent regarder, mais c'est eux qui choisissaient quand ils voulaient venir voir l'épisode. Mais ça devait être en maximum 3 semaines. Comme ça, tout le monde avait regardé à peu près sous un certain nombre de temps et il n'y avait pas trop de différence. Par exemple, entre celui qui avait vu l'épisode 1 et le post-test, il n'y aurait pas eu 3 jours contre 5 semaines, par exemple. Et après le 6e épisode, ils avaient directement le post-test et le questionnaire. Pourquoi on a décidé de le faire directement après et pas un jour après, par exemple? Tout simplement parce qu'ils devaient déjà venir 7 fois. Et ça fait beaucoup à demander pour des étudiants à l'université, évidemment. Donc on a décidé de le donner directement après. Alors, les résultats, maintenant, encore une fois, je parle en gain relatif. Alors, pour le rappel de la forme, ici on voit qu'ils ont appris 27% pour le groupe qui a regardé les vidéos, et ici 12% pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, donc ils ont appris 14 mots à peu près et 8. Donc le test a quand même permis au groupe de contrôle d'apprendre des mots, mais la différence entre les deux groupes était quand même significative, ce qui veut dire que les vidéos ont quand même réellement permis d'apprendre des mots supplémentaires que ceux qui n'ont pas regardé les vidéos. Pareil pour le rappel de la signification, on voit ici c'est carrément 36% des mots qui ont été appris. Alors, on a aussi voulu voir, ok, est-ce que les sous-titres interactifs, est-ce que l'utilisation de ces sous-titres ont vraiment été utiles? Est-ce qu'ils ont vraiment utilisé finalement cette fonctionnalité ou pas? Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les participants n'ont regardé en moyenne que 6 mots cibles sur 78. Bon, évidemment, ils ne savaient pas, eux, que c'était des mots cibles. 9 mots cibles n'ont jamais été regardés, la traduction n'a jamais été checkée. Et un mot cible était en moyenne regardé, consulté par 5 participants. Donc l'utilisation réelle des sous-titres était très limitée en fait.
On leur a demandé dans le questionnaire pourquoi est-ce qu'ils l'ont utilisé, pourquoi est-ce qu'ils ont consulté les traductions. Il y avait 3 raisons principales. Heu, Parce que la signification ne pouvait pas être devinée grâce au contexte, parce que le mot ils estimaient en tout cas que le mot était crucial pour comprendre l'histoire, ou parce que le mot apparaissait plusieurs fois dans l'épisode ou dans une phrase. On leur a aussi demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas consulté les traductions. Et ici, à l'opposé de ce que je viens de dire, eh bien, ils estimaient que ce n'était pas nécessaire parce que les images et le contexte aidaient suffisamment pour deviner en fait ce que voulait dire le mot. Ensuite aussi parce que le discours était trop rapide, donc ils n'avaient pas le temps d'aller cliquer sur le mot. Le sous-titre était déjà parti en fait. Et ensuite, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas nécessaire, de comprendre chaque mot pour comprendre l'histoire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs participants qui disaient: «Oui, au début, au premier épisode, je regardais beaucoup de mots, mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas besoin, de comprendre tous les mots pour vraiment comprendre ce qui se passait dans l'épisode». Malgré ça, on voit que, voilà, consulter la traduction d'un mot aidait quand même à l'apprentissage puisque chaque fois qu'une traduction était consultée, il y avait 1,4 non 1,4 non 1,4 plus de chances d'apprendre, la forme et 1,6 de, se rappeler de la signification du mot. Ici encore une fois, la compétence, des apprenants influençaient aussi la manière dont ils apprenaient les mots, un peu plus que dans la première étude. Pourquoi? Sans doute parce qu'il y a déjà plus de variations dans les scores du Vocabulary Size Test que dans la première étude. Donc ici, on voit que c'est 2% au lieu de 1, donc c'est un tout petit peu plus. Donc c'est pas énorme, mais ceux qui connaissaient un peu plus de mots apprenaient quand même plus facilement, en tout cas plus de mots que les autres. Et la fréquence d'apparition relative, donc des mots, alors, on voit que les mots cibles qui apparaissaient plusieurs fois dans un même épisode étaient appris plus facilement que ceux qui apparaissaient par exemple plusieurs fois, mais euh, dans plusieurs épisodes. Donc, par exemple, un épisode qui apparaissait 5 fois, un mot qui apparaissait 5 fois dans un épisode avait plus de chances d'être appris qu'un mot qui apparaissait 5 fois ou une fois plutôt dans 5 épisodes. Alors, les autres résultats, eh bien, il y avait à peu près 30% des mots qui ont été appris, comme j'ai dit, hein. Et donc l'influence des facteurs. Les apprenants avec un faible niveau, comme on l'a dit, pouvaient aussi apprendre le vocabulaire, puisque tout le monde a appris du vocabulaire, mais il y avait quand même 2% de plus de chances pour ceux qui connaissaient plus de mots. Donc, rich get richer. Les mots les mots sont plus susceptibles d'être appris s'ils apparaissent plus concentrés dans les épisodes, comme je viens d'expliquer, et ensuite, eh bien, utiliser les sous-titres interactifs aidait quand même à se rappeler de la forme et de la signification des mots. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux recherches? Eh bien, apprendre du vocabulaire avec des vidéos est possible, aussi bien en classe qu'en dehors. Quand on compare avec lire, par exemple, donc si on veut apprendre l'équivalent en mots, on va dire, il faut lire 10 heures contre 5 heures de vidéo. Donc, on voit quand même que c'est plus efficace, en tout cas, c'est plus encourageant que la lecture. Pour ce qui est des sous-titres, eh bien, les sous-titres en langue maternelle sont probablement plus utiles pour la compréhension. Donc ça, je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi comparé un peu ça. Donc, dans la première étude, ceux qui avaient les vidéos avec des sous-titres en langue maternelle ont mieux compris, ont mieux répondu aux questions de compréhension que les autres. Les sous-titres en langue seconde sont probablement plus efficaces pour l'apprentissage du vocabulaire quand même, puisque comme on l'a vu dans la deuxième étude, ce n'était que des sous-titres en L2 et ils ont bien appris. Et donc les sous-titres interactifs en L2 avec accès aux traductions semblent être un bon compromis en fait. Encore une fois, rich get richer, donc les apprenants qui sont déjà plus forts apprendront plus, en tout cas s'il y a des mots qu'ils peuvent encore apprendre dans les vidéos, et consulter les traductions, donc semble aussi être l'utilisation de ces sous-titres interactifs dépendait un peu des apprenants puisque ce n'était pas uniquement ceux qui avaient un mauvais niveau qui consultaient beaucoup ou qui consultaient les mots en fait. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil maintenant? Eh bien, il faut encourager les apprenants à regarder des vidéos.
Donc, ça peut paraître un peu paradoxal de dire à ses étudiants, ben, ce soir, regardez un épisode sur Netflix. Hein. On conseille d'utiliser l'extensive viewing. Donc ça veut dire qu'en fait, on regarde une première vidéo ou un morceau de vidéo en cours et on dit aux étudiants, voilà, regardez les suivantes à la maison. On fait un test soit en ligne, soit en cours. Mais comme ça n'utilise pas tout le temps de cours, évidemment, mais eux, ça leur permet d'être plus exposés à la langue seconde. Ensuite, en tout cas, il ne faut pas, mais c'est mieux d'utiliser des vidéos qui sont en lien. Donc, par exemple, une saga de film ou une série. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que les mêmes mots reviennent. Et les apprenants s'habituent, en fait, à l'accent des personnages, au setting, donc au contexte de la série, etc. Donc, ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe et donc ça leur permet aussi d'apprendre plus de mots. Pour les sous-titres, bon, puisque ça avait l'air encore un peu délicat, quels sous-titres choisir, eh bien, si on a des apprenants qui sont encore avec un niveau faible, je conseillerais d'utiliser d'abord des sous-titres en langue maternelle. Puis après quelques vidéos, quand ils sont habitués, on peut switcher aux sous-titres interactifs, comme ça ils sont rassurés. Ils peuvent encore aller cliquer pour avoir une traduction si vraiment ils ne comprennent pas. Et maintenant, c'est facilement trouvable, par exemple avec Language Learning with Netflix. Voilà, il y a un catalogue Netflix avec beaucoup de films, de séries. Et donc, cette application donne ça facilement. Donc, c'est facilement faisable. Mais évidemment, les vidéos et les sous-titres ne seront utiles que si les vidéos sont adaptées au niveau des apprenants. Donc ça, comment on peut le vérifier? Comme j'avais expliqué, en examinant le lexical coverage des vidéos. Donc ça peut être fait avec ce site internet, Lextutor. Et en fait, ce site, donc vous copiez le transcript, le script de la vidéo, et ça va vous donner en fait eh bien, le nombre de mots par fréquence. Donc ici, par exemple, on voit que dans un épisode, il avait 87% des mots qui appartenaient à la première bande de fréquence du français. Ensuite, il y avait environ 5% de plus qui appartenaient à la deuxième fréquence, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les apprenants connaissent déjà à peu près les 2000 mots les plus fréquents de la langue française pour avoir à peu près 90%, pour connaître déjà à peu près 90% des mots. Et donc ça, on peut le vérifier avec le Vocabulary Size Test, comme j'ai déjà dit. Ensuite, on conseille aussi de sélectionner des mots qui apparaissent souvent dans la même vidéo. Et ça, Lextutor peut aussi le déterminer parce qu'il indique combien de fois un mot revient dans le texte. Et si possible, sélectionner des mots qui sont représentés visuellement. Bon, évidemment, ça demande beaucoup de temps. Donc, si la vidéo est déjà adaptée, que les sous-titres sont adaptés et que les mots apparaissent souvent, c'est déjà bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'arrive. Voilà. Merci Isabeau pour ta présentation et ces explications, je trouve très claires de tes recherches qui finalement étaient fort poussées et je crois que tu as bien réussi à sortir, à pouvoir vulgariser et sortir les informations principales, donc je te remercie. Donc effectivement, on a quelques questions. Il y en a certaines qui ont attrait avec ta première recherche et d'autres la seconde. Donc je vais commencer par les questions par rapport à Netbox. Je vais revenir, il y en a eu quelques-unes. Oui. On a une question de Loupol qui dit avez-vous trouvé des apprenants qui lisent d'abord les questions et qui seulement ensuite se concentrent sur l'input? Je ne sais pas si c'est des choses que tu as regardées ou pas. J'ai regardé et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y en avait très peu qui lisaient vraiment les questions en fait. Donc je vais essayer de montrer une page de Netbox. Alors, si ça fonctionne.
Non, ça fonctionne pas évidemment, on voit rien. Bon, en bref, il lisait pas beaucoup les instructions, en fait. Donc, il regardait un peu à quoi ressemblait l'exercice, mais il ne lisait pas beaucoup les instructions. Ce qui est bête parce que parfois, dans l'instruction même, il disait: «Oh, regarde, ce morceau de la vidéo qui peut t'aider à trouver la réponse». Donc, ça, j'ai bien remarqué qu'effectivement, non, il y en avait peu qui faisaient ça. Ou alors, il lisait vraiment brièvement, mais il n'allait pas regarder toutes les questions. Il regardait vraiment la première question et puis il passait au reste, quoi. OK, merci. J'ai également une question de F. Hoxton qui dit: «Le contenu du document, donc l'input, n'a-t-il pas une forte influence? Avez-vous étudié la variabilité du comportement selon le contenu, entre parenthèses qualité et longueur, pour un même type de document?» Alors, ici, on ne s'est pas concentré sur ça. En effet, c'est important, surtout pour l'eye tracking, c'est important de savoir combien de mots il y a dans un texte et cetera. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, les participants pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur la page. Donc, s'ils décidaient de lire le texte 10 fois ou de ne pas le lire du tout ou regarder la vidéo en morceaux ou pas, bien, en fait, ça n'avait plus d'importance parce que si la vidéo durait 2 minutes mais qu'ils la regardaient 5 fois, ou qui ne la regardaient pas du tout en entier, ben voilà, c'était compliqué à prendre en compte. Mais en effet, dans une étude plus contrôlée, c'est important de prendre ça en compte et ça a pu en effet jouer un grand rôle sur les résultats. Mais on n'a pas pu contrôler ça parce qu'il y avait trop de différences entre les apprenants ici. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des mesures qui ne prenaient pas trop ça en compte, enfin, qui ne sont pas vraiment influencées par ça en tout cas. Et on n'a pas vraiment fait de déclaration officielle sur OK, ils étaient plus concentrés sur tel mot, parce qu'on ne pouvait pas le dire. Voilà. OK, je te remercie. Je fais une petite digression par rapport à l'utilisation de l'outil, hein, de l'eye tracking qui est utilisé, plusieurs fois pour analyser, le comportement des apprenants dans les différents dispositifs. C'est quelque chose effectivement qu'on a utilisé au sein du partenariat, mais qui est disponible pour les personnes qui le souhaitent pour faire opérer des tests sur leur dispositif. Donc, il y a un exemplaire de l'outil qui est disponible à l'Eurométropolitanie Campus. Et donc, voilà, sur base de simples demandes, il vous est on vous permet d'utiliser l'outil. Bon, évidemment, quand les mesures de confinement ne seront plus d'application, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est possible. À nouveau, faites une demande sur le site digilab.eu via le formulaire de contact. Ensuite, on passe, je pense, aux questions qui ont attrait à tes recherches sur le glossaire, hein, sur iMec. Et on a une première question de Marie Tardieu, mais je pense que tu as répondu parce qu'elle dit: «Quel est l'outil utilisé pour les sous-titres interactifs?» Je vais le montrer aussi. Donc en fait, c'est tout simplement ça, mais je vais peut-être le montrer sur Google Chrome. Parce qu'en fait, c'était une extension de Google Chrome, comme je l'avais dit. Hop. Donc en fait, oups. Donc voilà, il est installé ici, donc j'appuie, j'ouvre mon catalogue Netflix. Donc ici, voilà, je veux étudier le français, je suis en Belgique, etc. Et ici, j'ai tout un catalogue en fait de séries, etc. Donc ici, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Il faut avoir un compte Netflix, évidemment. Ça, c'est embêtant parce qu'on n'en a pas. Et ça se lance. Et voilà, ici, hop, on a les sous-titres. Je vais avancer. J'appuie. Bon, ici, c'est un prénom, donc évidemment, ça ne va pas. Et on a voilà, les traductions, ça se met en pause et voilà, c'est tout simple. Et on peut. Après, maintenant, depuis mon expérience, il y a d'autres fonctionnalités qui sont développées que je n'ai pas utilisées. On peut aussi, par exemple, dire bah, OK, l'apprenant ne connaît pas beaucoup de mots, etc. Donc, vraiment, c'est un outil vraiment intéressant. Maintenant, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, mais celle-ci n'est toujours pas payante. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. OK, je te remercie de nous avoir fait une démonstration live. J'ai une question de Geoffrey qui demande: «Est-ce que la rétention du vocabulaire à moyen terme, a-t-il pu être, mesurée?» Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est un facteur que j'ai effectivement pris en compte aussi, puisque tous les apprenants n'ont pas regardé les vidéos de la même façon. Par exemple, certains on les a regardés en 10 jours, d'autres en 15, donc c'était maximum 3 semaines, mais il y avait quand même des différences. Donc évidemment,
J'ai pris ça en compte, donc j'ai vraiment regardé, OK, tel participant a vu ce mot-là pour la dernière fois, 5 jours avant le post-test, alors que l'autre l'a vu 6 fois avant le post-test et j'ai regardé et ça avait une influence de, 0,9 et seulement sur, le test, du rappel de la signification, donc pas le rappel de la forme, donc ici, hop, donc ça avait vraiment juste un impact sur, le deuxième test, ici et vraiment presque insignificatif, quoi. C'était 0,9%, donc un jour de plus entre la dernière fois qu'on avait vu le mot et le post-test, et on avait 0,9% moins de chances de s'en souvenir. Donc voilà, ça on l'avait pris en compte, mais j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps. OK, super. Donc il y a Annalise qui te remercie, qui dit que c'est très clair et elle demande: «Est-ce que l'on a mesuré la motivation des apprenants?» Non, non. Oui, ça c'est la motivation, c'est sur, allez, c'était le webinaire plutôt de Mm. Jean, hein, j'allais dire, la semaine dernière, hein. Ça aurait C'est été en effet aussi intéressant, mais le problème, par exemple, avec Netbox, c'est que je pouvais pas faire beaucoup de choses. J'aurais aussi voulu, par exemple, leur donner un questionnaire sur est-ce que vous vouliez utiliser cette fonctionnalité ou pas. Mais puisque je faisais ces expériences pendant leur cours de néerlandais et que ça durait déjà 40 à 50 minutes, je pouvais plus leur donner quelque chose d'autre parce que voilà, le professeur m'a dit OK, je peux pas donner plus de temps et le faire un autre jour, ça n'aurait pas fonctionné non plus parce que les étudiants ils étaient déjà bof motivés, c'était sur base volontaire donc voilà, c'était compliqué à faire. Mais en effet, ça aurait aussi été bien et pareil pour la deuxième recherche, mais je n'en ai pas, j'ai pas testé. OK, je te remercie. Ah, j'ai encore quelques questions, hein. J'ai, quelqu'un qui a pour pseudonyme, Chad Langford qui te remercie pour cette présentation et qui a 2 questions concernant le vocabulary size test Mhm. et qui demande: «L'avez-vous développé vous-même? Et est-ce qu'il est possible de le voir ou de le rendre disponible?» Alors, pour l'apprentissage que je ne me trompe pas, du français, j'ai utilisé un test qui existe déjà. Je pourrais donner la source. J'aurais dû le mettre dans ma présentation. Je vais chercher. Donc, j'ai utilisé un test qui existe déjà, qui a été développé, vérifié, etc. Alors que pour l'apprentissage du néerlandais, donc pour Netbox, là, j'ai utilisé un test que j'ai développé moi-même qui n'a donc pas été vérifié, qui n'a pas été utilisé avec beaucoup, mais qui avait quand même une reliability, comme on dit, assez haute. J'avais quand même fait une étude pilote, mais pas avec beaucoup de participants. Tu peux donner la question suivante, je vais chercher Bah, il faudrait que tu te concentres. Pendant que tu cherches, je vais meubler. Juste pour répondre à une question qui revient, fréquemment concernant la disponibilité des autres webinaires, ceux qui sont passés et ceux à venir. Donc si vous ne savez pas y participer, donc ils seront bien tous, sur, le site digilab.eu, sans besoin d'identification, sans avoir été inscrit au préalable, au webinaire directement. Vu la demande qui est forte, on va les disposer à mon avis, même s'ils ne sont pas traduits. Donc ils seront disponibles dans un premier temps uniquement en français et puis bien ils seront disponibles en version bilingue, hein, parce que notre projet est un projet, avec la Flandre évidemment et donc il doit être tous nos outputs doivent être disponibles, de manière, bilingue. si je peux je peux pas l'écrire ici. Oups. Voilà, donc ça c'est le test, c'est l'article qui décrit le test de vocabulaire français. Donc. Je sais pas copier-coller le truc dans le chat. Ben, j'imagine qu'on peut laisser un petit peu de temps pour prendre note, hein, de la source. Effectivement, le chat n'est pas actif. On va laisser peut-être la page dessus. Je vais lire la prochaine question. Alors, nous avons Élodie Jacquemin qui nous dit merci. Elle donne cours à des adultes de niveau intermédiaire. Les apprenants adultes ont un niveau davantage hétérogène car ils n'ont pas tous le même bagage langagier au départ. Elle trouve donc difficile de choisir une série ou une saga qui convienne à l'ensemble du groupe et sa question, c'est un peu de savoir comment s'orienter dans ce catalogue. Et sa question subsidiaire, c'était comment avoir un compte Netflix, mais voilà, c'est juste une démarche qu'il faut faire et c'est un abonnement et c'est payant. Voilà, Élodie. Bon,
Moi ici, donc pour la deuxième expérience où j'ai utilisé Netflix, j'avais aussi un groupe très hétérogène parce que j'avais des étudiants donc qui n'étaient pas du tout en option français, on va dire, qui sortaient de secondaire, mais comme nous qui sortons du secondaire en néerlandais, on n'a pas forcément un très bon niveau. Mais j'avais aussi des étudiants qui étaient en option français, donc qui étudiaient le français, pardon. Et malgré tout, tout le monde a quand même pu comprendre la série. Et j'ai d'ailleurs dans le questionnaire demandé s'il y en avait qui n'avaient pas compris parce que c'était trop compliqué par exemple, et il y en a 2 qui ont dit: «Oh oui, j'ai eu quand même beaucoup de mal». Mais en fait, grâce aux sous-titres, et grâce au fait qu'ils pouvaient appuyer pour avoir des traductions, eh bien, ça leur posait pas de problème en fait, ils pouvaient comprendre. Et encore une fois, comme j'ai dit, puisque ce sont des épisodes qui sont en lien, ils se sont habitués au au aux personnages et à l'histoire en fait, donc ça leur permet de mieux comprendre. Donc je pense qu'il faut, moi j'avais regardé moi-même donc cette série avant, et donc grâce aussi à l'outil LexTutor, j'ai pu déterminer qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de mots compliqués dans la série et que donc c'était probablement adapté aux étudiants, et ça l'était puisqu'ils ont tous eu des scores de compréhension au-dessus de 85%. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'avais pas le temps, mais c'est une autre recherche aussi, et ils ont tous compris. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre le temps aussi de regarder soi-même la série, c'est important. Et voilà, on peut tester aussi avec les apprenants, regarder un épisode en cours et leur demander est-ce que vous vous sentez capable de comprendre, oui ou non. Et si pas, il faut commencer par des vidéos plus simples alors. Mais ça, il faut chercher un peu. Il y a des sites, il y a Black, ça s'appelle. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, par exemple, pour apprendre le français aussi. OK, merci Isabeau. Élodie qui nous dit: «Merci pour votre réponse, je vais réfléchir». Oh, j'ai perdu sa question, sa réponse, pardon. Je vais réfléchir à l'utilisation de cet outil. Une dernière question peut-être de Alice Sang. Hello, merci beaucoup pour la présentation. Elle a une question. À quel moment les outils en ligne sont les plus efficaces dans l'apprentissage d'une langue? Plutôt au début ou en consolidation? Je dirais en consolidation. En tout cas, ici, pour l'utilisation qu'on en fait, donc c'était principalement pour apprendre du vocabulaire, je dirais que c'est plus en consolidation. Je ne pense pas qu'on saurait vraiment apprendre une langue de A à Z juste en regardant des vidéos. Ou alors, il faudrait vraiment beaucoup de motivation et vraiment regarder pour apprendre, donc revenir en arrière souvent, regarder plusieurs fois, etc. Alors que là, si on se dit, OK, je me pose devant Netflix le soir, mais qu'on ne prend pas vraiment la peine de vraiment se concentrer sur apprendre, on n'apprendra pas grand-chose. Par exemple, là, je viens de passer mes vacances, j'ai regardé Pirates des Caraïbes en anglais. Voilà, j'ai appris des mots qui étaient liés à la piraterie, on va dire, mais voilà, si je fais pas l'effort de m'en souvenir et d'essayer de les exercer, à mon avis, dans 3 mois, j'aurais oublié, quoi. Parce que c'est pas des mots que je vais rencontrer tous les jours en anglais, quoi. Donc c'est vraiment en consolidation, et c'est bien, c'est très bien pour apprendre du nouveau vocabulaire. Donc ici, par exemple, avec Netflix, ce sont aussi des mots génériques donc que les étudiants vont réentendre pendant les cours, etc. Donc je pense que c'est vraiment bien, mais pas au tout début pour apprendre bonjour, comment je m'appelle, etc. Oui, puis c'est pour être baigné, j'imagine, Voilà. toujours dans cette nouvelle langue. J'ai encore une question de Florence, qui nous dit qu'elle enseigne à des adultes de différentes nationalités, donc avec des langues maternelles très variées. Parfois aucune langue commune entre ces apprenants. Alors, par rapport à l'outil LexTutor dont tu as parlé, est-ce que cet outil fait des différences entre les différentes langues maternelles pour déterminer la difficulté? Donc, elle dit en effet, un mot très rare en français peut être très facile à comprendre pour un anglophone, mais évidemment pas du tout pour un arabophone, par exemple. Non, ça fait pas la différence. En fait, l'extutor, donc, je le vois un peu ici, ça, 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 comment dire, ça n'estime pas la difficulté, ça estime vraiment juste la fréquence du mot en français. Donc, par exemple, le mot pomme va être très fréquent en français, mais le mot, je sais pas moi, prise va être moins fréquent. Donc, ça va juste dire, OK, le mot français là de ce texte. Donc voilà, ici par exemple, il y a un exemple, il n'y a pas d'exemple. Donc voilà, ici on appuie ici, on met un petit texte. Bonjour, je m'appelle
métropole. On soumet et voilà, on va nous dire ici, il y a 83% des mots qui sont très fréquents et il y en a qui ne le sont pas beaucoup et donc Jean-Paul évidemment n'est pas très fréquent parce que c'est un nom propre. Donc ça va juste nous dire ça en fait. Il y a 5 mots, 5 tokens qui sont dans la fréquence des mots, les 1000 mots les plus fréquents et il y en a qui sont à 2000 mots les plus fréquents, mais ça ne va pas nous dire si tel apprenant va le trouver compliqué ou pas. C'est vraiment juste qu'ils sont fréquents, donc ils sont sans doute appris plus tôt que les autres, par exemple. Voilà, c'est tout ce que ça nous dit. Ok, je te remercie Isabeau. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été déposées, en tout cas sur le QR. À nouveau, hein, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par après, hein, suite à l'échange qu'on a eu, voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions toujours sur le site web du projet, sur le formulaire de contact. N'hésitez pas. Et puis évidemment, donc on va poster hein, toutes ces vidéos sur le site et n'hésitez pas aussi à revenir en début d'année prochaine pour aller télécharger le guide qui reprendra donc toutes les bonnes pratiques qu'on aura mises en avant au travers ces différents webinaires. Donc la semaine prochaine, on accueille un nouveau webinaire. Je vous invite, si ça n'a pas été fait, à vous y inscrire. Donc qui sera présenté par Sonia Androka de l'Université de Lille et qui aura pour thématique le travail en groupe en formation à distance, plus qu'un moyen d'apprendre. Ce sera le vendredi prochain à 12h15, le 20 novembre. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres... Oui, Sonia, j'ai vu que tu avais modifié ton titre, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, pour avoir le nouveau titre, n'hésitez pas à regarder sur le site du projet. Alors, elle me dit, voilà, le titre en fait du webinaire de la semaine prochaine, c'est le travail en groupe en formation à distance, quand la présence rencontre la distance. Voilà. Merci Sonia d'avoir précisé en direct. Donc voilà. On a plein de merci. Hein. Merci à vous, merci d'avoir participé, d'avoir pris un petit peu de temps de votre pause de midi pour nous rejoindre. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu apprendre plein de choses. Je remercie Isabeau pour sa chouette présentation. Je remercie vous, les participants, d'être présents. Merci Justine pour tout ce qui est partie technique de ce support lors de ce webinaire. Et donc, je vous dis à bientôt à tous alors et bonne journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je laisse les gens quitter et juste pour voir si je fais bien pour l'enregistrement. Justine, je ne sais pas si tu es disponible. Là, je suis là. Normalement, ça s'enregistre encore. Oui, je voulais juste savoir comment procéder pour terminer correctement l'enregistrement. Je vais cliquer sur stop. Okay. Voilà. Et là, normalement,